Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce soir Luca Merlini. Quand il a été enseignant, eh ben, bizarrement, il y a des anciens élèves qui sont là encore, qui viennent, des fans. Et c'est pas pour rien parce que sa pédagogie, elle a aussi marqué l'école. Voilà, une pédagogie inventive, très originale, libre, pas punitive. Voilà, un vrai instrument. Et donc, Luca Merlini, c'est un grand pédagogue. Alors, je dirais qu'il a commencé d'une façon un peu particulière, puisqu'il est né, en fait, à Mendrisio, dans une maternité, un peu comme nous tous, probablement. Mais il se trouve que cette maternité, elle est devenue l'école d'architecture de Mendrisio. Et l'école d'architecture de Mendrisio, elle a été fondée donc, dans l'ancien bâtiment de la maternité de Luca, par Mario Botta et Aurelio Galfetti. Et puis ensuite, cette école, qui est une des meilleures de la planète, elle a évidemment accueilli, par exemple, Peter Zumthor, en ce moment, les Grafton, ces architectes irlandaises qui ont obtenu le prix de Sker il y a 3 ans, je crois. Bref, donc tout ça, c'est évidemment un lieu dynamique. Alors toi, tu es né, alors peut-être c'est à cause de toi, non, que tout ça s'est passé. Et puis, donc, Luca, lui, il a fait ses études à l'ETH de Zurich, en Suisse. Ensuite, il a été enseignant dans beaucoup d'endroits, notamment Genève, Strasbourg, Cagliari, Palerme, Trieste, Paris. Voilà. Et donc, il est actuellement professeur émérite à Paris, Malaquais. Alors, j'ai envie de vous dire que, enfin, moi, je suis très content que cet amphithéâtre soit enfin plein. Voilà. Donc, c'est encore possible qu'on puisse être intéressé par des conférences. Et peut-être que ce qui caractérise Luca, c'est plus construire une démarche. Enfin, construire une démarche, c'est peut-être aussi important que construire un bâtiment. Et donc, c'est peut-être ce qui le caractérise. Et donc, dans son parcours d'architecte, vous allez comprendre, il a travaillé et collaboré comme associé longtemps avec Bernard Tchoumi. Il est co-auteur du Parc de la Villette, notamment, mais d'autres projets. Et puis, il a tout un travail d'écriture. Tu as publié 4 livres et tu vas nous parler de tout ça, non ? Voilà, donc c'est un vrai plaisir de te recevoir, Luca, ce soir. Je te remercie. Et puis, pour information, on a passé l'après-midi avec les licences 3 et Luca a fait des commentaires sur les projets des étudiants. Et je crois que ça a été plutôt très instructif parce que ce que j'ai toujours trouvé très intéressant dans ses interventions, dans son approche pédagogique, c'est que les commentaires sont jamais des commentaires comment dire, qui tombent comme des couperets, mais c'est plus des questions ouvertes et qui ont une vraie capacité, en fait, à donner envie d'aller plus loin, de travailler sur le projet. Et donc, c'est quelqu'un d'enthousiasmant. Et je te souhaite donc une bonne conférence. Merci Dominique pour cette présentation. Je suis heureux d'être ici et d'avoir une salle bien pleine. À propos d'Ivero, petite anecdote, quand j'enseignais ici à Strasbourg et quand j'ai demandé ma mutation pour aller enseigner à Paris, je l'ai croisé rue Moll à vélo et il m'a dit « Si tu as ta mutation, je te tue ». Voilà. Ceci dit,
vous voyez la première slide de ma conférence avec cette phrase de Robert Musil, le grand écrivain autrichien. Si j'écris parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre mieux, et moi je suis architecte parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre mieux. Effectivement, je pense que c'est important effectivement de voir d'être dans un apprentissage continu et d'être effectivement d'utiliser ce que l'on fait pour aller plus loin dans ses réflexions et dans ses concepts. Je vais vous commencer, alors, le titre de la conférence, c'est les récits d'architecture, quelques récits d'architecture, donc vous allez avoir quelques chapitres sur les récits, et le premier, c'est le récit du marcheur dans les livres, et effectivement, ça fait référence au livre, je commence avec le projet le plus récent, ce qui n'est pas toujours le cas dans une conférence, qui est ce livre, ici, que vous voyez ici, que j'espère vous aurez bientôt à la bibliothèque, et qui s'appelle La traversée de ma bibliothèque. Et je pars du principe que les livres sont des architectures. Donc, vous avez sur la droite, vous avez la couverture du livre, et le petit texte à gauche, c'est le texte qui est écrit en serpent sur la couverture. Les livres sont des architectures, ils sont construits comme des espaces. Et effectivement, j'ai choisi 43 livres dans ma bibliothèque, qui en compte beaucoup plus, des romans, et je les ai interprétés en architecture, non pas par les lieux qu'ils décrivent, mais par la manière dont ils sont pensés, par leur construction intellectuelle. Et ces 43 livres, alors 43 c'est un nombre que j'aime bien, c'est un nombre premier, etc. et autres, enfin je m'attarderai pas là-dessus. Et ils s'enchaînent, ces livres s'enchaînent, et deviennent faire une espèce de ville linéaire où ce personnage. Alors il y a à la fois la construction, puis il y a des personnages un peu bavards autour qui font des commentaires, qui souvent ramènent ces livres dans l'actualité. Alors il y a l'Odyssée d'Homère, ça commence par l'Odyssée d'Homère et ça finit par le Ulysse de James Joyce. Il y a les leçons américaines, il y a les 100 ans de solitude. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est que vous voyez entre entre les leçons américaines et les 100 ans de solitude, il y a un livre qui s'écrit en rouge qui s'appelle les leçons de solitude. C'est-à-dire construire comme ça permet d'inventer des livres qui n'existent pas. Et c'est un peu référence à Italo Calvino, qui a été pour moi un personnage, et je pense pour beaucoup de mes collègues, un personnage important à travers ces villes invisibles. Quand Kublai Khan, qui est un personnage qui discute avec Marco Polo, décrit l'Atlas, et il dit on découvre des villes dans cet Atlas, on découvre des villes qui n'existent pas encore. Eh bien, on peut, avec la méthode mise en place, découvrir des livres qui n'existent pas encore et qu'on pourrait écrire. Et voilà. Et donc, ils sont écrits en rouge dans le livre. Alors, vous voyez ce grand travelling finalement sur les livres. Je ne vais pas m'attarder sur chaque livre, mais il y a London Orbital, il y a des livres qui traitent d'architecture, la question de la périphérie de Londres, Trieste, Moby Dick, Bureau de tabac de Pessoa, Poembule de Buzzati. Je vous laisse, je commente pas tout, je m'attarderai sur quelques. Il y a ici à la fin apparaître la montagne magique de Thomas Mann, et qui est un peu le livre de l'avant-catastrophe. On voit les armées. Donc, c'est un peu le lieu de l'attente. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attente en architecture? Voilà, c'est, je pense, un thème très architectural. Il y a les mémoires d'Adrien, de Yourcenar. Il y a Pasolini. Moi, Pasolini est un personnage qui me fascinait la manière dont il a été tout le temps un révolté. Il a tout le temps été un révolté. Et il a écrit un tout petit livre qui s'appelle Qui je suis. Et vous savez que Pasolini a été assassiné, je crois, le 2 novembre 75 sur la plage d'Ostie. Et je me souviens, j'attendais le tram à Zurich. C'était au moment de mes études. Et on a vu les manchettes des journaux
Pasolini assassiné, et j'étais avec un camarade et qui a tout de suite dit, ce sont les Noirs, ce sont les fascistes qui les ont tués. Voilà. Donc, voilà, j'ai encore en tête ce moment très très fort, et pour moi, il m'a beaucoup marqué. Il y a d'autres livres, par exemple ici, quant à la fin, qui a servi à faire une partie de l'affiche que vous avez pu voir de ma conférence, qui est le livre La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, qui est un écrivain à l'origine underground, puis qui est devenu assez célèbre, californien, et qui est un livre qui intéresse les architectes. D'une part, il y a beaucoup d'architectes là dans ce livre. Hein. Il y a des pages où il y a que des listes d'architectes de tous les temps, écrits avec une typographie, une mise en page assez exceptionnelle. Mais il y a surtout le fait que c'est une maison, c'est la visite d'une maison qui est plus grande dedans que dehors. Il y a des personnages qui entrent et effectivement la maison. Donc c'est un thème fortement architectural. C'est un livre d'architecte, presque illisible par moments, très très long, mais je pense qu'il était important que la Maison des Feuilles, ça s'appelle la Maison des Feuilles, soit dans ce livre, dans ces 40, j'en ai choisi 43 de livres. Hein. Voilà, il y a d'autres livres. Je vous laisse juste regarder cet énorme travelling à travers les livres. Je commente pas trop. Mais il y a Impression d'Afrique de Raymond Roussel. Raymond Roussel, c'est quelqu'un qui était très important pour l'écriture de beaucoup de romanciers du XXe siècle, même maintenant, mais aussi pour les architectes, parce qu'on a beaucoup travaillé à travers les méthodes d'écriture automatique que développaient et lui, puis ensuite les surréalistes, dans la question de la pensée de l'espace. Et je pense que pour moi, effectivement, Impression d'Afrique, Raymond Roussel, c'est un personnage que les architectes doivent absolument lire. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Locus Solus, le lieu unique, et c'est important qu'effectivement, on se pose la question, en tant qu'architecte, de Locus Solus, quel est ce lieu unique. Don Quichotte, Hamlet, Mauravagine de Sandrard, voilà, je vous laisse regarder. La Villa Malaparte qu'on voit à propos de la Storia de Elsa Morante, 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, qui est un livre, pour moi, un livre d'architecture qui nous amène très 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 loin dans la pensée de l'espace. Le nom de la rose. Et puis il y a Aldo Rossi qui apparaît ici à la fin, à travers son autobiographie scientifique. J'ai plutôt choisi des romans, mais pour moi, cette autobiographie scientifique d'Aldo Rossi, c'est presque un roman. La manière dont il décrit effectivement les lieux qui sont et les choses qui sont importantes pour lui. Et ce que vous pouvez voir aussi dans ce livre, c'est qu'effectivement, il y a dans ce travelling d'un travers les livres, c'est qu'il y a des livres inventés. Il y a des livres qui n'existent pas. À côté d'Aldo Rossi, il y a les petits chevaux de Mantoue, parce que ça se situe entre les petits chevaux de Tarquina, de Marguerite Duras et autres. Et donc, il y a effectivement, cette méthode permet d'inventer des livres, à écrire. Et c'est une invitation à écrire des livres qui n'existent pas. Et c'est finalement un travail d'architecte. Hein. Pour moi, l'écriture, c'est une mise en espace. Il y a la fin de l'Homme rouge de Svetana Alexievitch, Nocturne indien de Tabouki, l'Acacia de Simon, Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin, Journal de la peste, Espèce d'espace de Pérec, puis on arrive peu à peu au dernier, à Ulysse, qui est un peu le pendant de... Ça commence avec Homère, hein, l'Odyssée d'Homère, et ça finit par Ulysse de James Joyce, ici. C'est un peu une boucle. Alors en fait, dans le livre, je vous le montrerai pas, mais il y a un retour, et le retour, il passe à l'envers, donc il y a l'allée, à travers 43 romans, et puis il y a un retour qui est de nature tout à fait différente. Voilà. Mais ce livre, La traversée de ma bibliothèque, pour moi, c'est un livre profondément architectural. C'est une manière, effectivement, de questionner la manière dont on parle de l'espace. Le récit des lieux de solitude, où les choses ne sont plus ce qu'elles devraient être. Pour cela,
je mets en exergue ce tableau de Caspar David Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages, et un projet que j'avais fait il y a un certain temps qui s'appelait Est-ce que tu m'aimes? Un jardin devenu la métaphore sombre de la vie dans les suburbs. À l'époque, c'était un projet que j'avais fait pour le Festival des Jardins à Chalon-sur-Saône, à Chalon... Chaumont-sur-Loire, voilà, qui ne s'était pas réalisé. Et je me suis rendu compte, alors c'est une boîte suspendue, avec des tas de choses qui pendent pour irriguer les plantes qui sont dessus. Et il y a que des pots de fleurs avec des plantes bleues, comme de l'eau. Donc on montait, et puis on était au milieu de cette mer de fleurs. Bon, la seule chose qui était un indice, c'était ce poisson qui dépassait. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'était une métaphore que j'avais pas dans la tête au départ, mais c'était devenu la métaphore des banlieues, des villas, des petites villas, etc., où chacun finalement se réfugie derrière des haies et va dans sa piscine et est seul. Et c'est un peu le monde de la solitude. Et quelqu'un dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Il y a Monica Vitti et Marcello Mastroianni, les personnages qui montent à travers. Ils ont chacun un trou, ils montent l'échelle. Et derrière Monica Vitti est écrit « Est-ce que tu m'aimes ?» Voilà. Et à travers des plantes et autres. Voilà. Pour moi, c'est un peu une manière, voilà, de raconter peut-être la solitude de certaines banlieues, plutôt des banlieues pavillonnaires, où chacun se réfugie un peu derrière ses haies et son petit monde, et qui partage relativement peu de choses avec le reste du monde. Toujours dans ce genre de recherche, j'avais fait un projet il y a un certain moment qui s'appelle l'Indomodomus, donc la maison dans la maison, où je m'étais attaché à un personnage d'une maison où on ne pouvait que regarder dans une direction. C'est un peu la maison du gardien, hein, gardien de musée qu'on pouvait placer là, donc il regardait, alors qu'il aille, qu'il soit dans la cuisine, qu'il soit dans les toilettes, avec cette fente devant la toilette, qu'il soit dans la chambre à coucher, qu'il soit dans le salon, qu'il soit dans une autre chambre et autres. Enfin, il n'y a qu'une seule direction du regard. Je me disais, mais finalement, cette maison, c'est pas simplement, au départ, pour moi, c'était celle du gardien de musée et autres, mais en fait, c'est peut-être quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ça pourrait être quelque chose qui devient un thème pour la ville, où dans chaque endroit de la ville, on a besoin de quelqu'un qui regarde de manière un peu obsessive, qui surveille, c'est le surveillant. C'est un peu une métaphore sur celui qui surveille le monde entier, sur l'œil de Moscou qui nous regarde. Et j'avais fait ce collage à l'époque où sur les tours jumelles de New York, que la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour les avoir connues, mais parce qu'elles sont écroulées avant que, peut-être, c'était 2001, sauf erreur, 2001, enfin bref. J'avais mis sur le toit des tours jumelles de New York, du World Trade Center, une de ces maisons pour observer et autres. Et en fait, si elles avaient été là, peut-être que les avions ne se seraient pas encastrés dans les tours. On peut inventer une histoire à partir de ça. L'architecte, c'est un voleur d'âme. On prend toujours quelque chose à quelqu'un pour le donner à l'autre. Et c'est ça, faire du projet. Voilà, je parle de cette image-là. Et en fait, j'ai toujours aimé cette image d'un personnage qui pourrait être un architecte avec un tube sur la tête qui regarde dans une direction. Alors, c'est pour ça qu'il y avait la Joconde avant, parce qu'on voit ce personnage vivre dans une fenêtre. Qu'est-ce que c'est vivre dans une fenêtre? Et après, j'ai développé, c'est un personnage qui m'intéressait, c'était ces personnages avec une tête à la place avec une espèce de tuyaux de périscope à la place des têtes. Dans l'entassement des villes, certains aides développent des têtes périscopes qui leur permettent de voir là ce qui se passe. Ils décrivent cela aux autres. Ils croient dominer le monde, mais ne voient pas où ils mettent les pieds.
Et voilà. Et j'aimais bien cette image du personnage qui aspire soit les images, soit les autres. Et puis, ça avait amené en fait à développer un projet qui était celui-ci, qui était la maison de production continue, qui était une installation que j'ai fait une fois à Lausanne. Et à l'occasion d'un festival, et une fois dans le sud de la France, à la Villa Noailles, j'avais été invité à faire une exposition. Et il y avait 3 cages. Que vous voyez ici, il y avait 3 cages. Il y avait la cage jaune, c'était le docteur. Il y avait la cage verte, qui était celui j'oublie moi, du prisonnier. Et puis il y avait la cage du confesseur, qui était le rouge en forme de croix. Donc le trou correspondait toujours à, en fait, une métaphore du personnage qui habitait. Le docteur, c'était un corps. Le confesseur, c'était une croix. Et puis l'autre, c'était une clé. C'est celui du autre. Et voilà. Et puis après, j'avais refait cette installation à la Villa Noailles, dans le sud de la France. Ici, à Lausanne, c'est dans ce festival-là, ça s'appelait le Festival des Urbaines. C'était des architectes strasbourgeois qui étaient là. Emmanuel Rombach, Olivier Gréder et le troisième, j'ai oublié. J'ai la mémoire qui s'en va. Michael Fouin, voilà. C'était eux qui jouaient les personnages dans les boîtes, dans les prisons. Et puis après à la Villa Noailles, c'était moi qui étais dans la cage. Et voilà les types de dessins. Alors, je voyais les gens, et puis pour chacun, on faisait des dessins. Puis les dessins qui étaient faits, donc les personnes entraient dans la cage, le public, et puis décrivaient la maison de leur rêve. Parfois, c'était des vraies maisons de rêve, et parfois, c'était des maisons très banales. Alors évidemment, le rôle de celui qui est dans la cage, c'est de détourner la commande, c'est de faire en sorte qu'on aille beaucoup plus loin que ce que l'on demande. Donc, et puis après, on offrait le dessin au personnage qui était venu nous voir, et puis, mais en partant, il devait le photocopier, et puis on l'accrochait sur ces cordes à linge, comme des vêtements qu'on laissait sécher. Et voilà, et puis à la fin, l'exposition, il y avait une centaine de dessins qui étaient affichés là. Et voilà, par exemple, certaines de ces maisons qui ont été dessinées. Une petite maison immense pour une jeune fille habillée de rouge qui veut réunir tous les contraires. La montagne et la mer, le très grand et le tout petit, le secret et le toujours présent. Tout ça, c'est fait en 5 minutes, 10 minutes. Hein. La maison des cadrages ou le monde en 24-36. Pour un photographe, une maison au bord de l'eau pour y travailler et y vivre avec quelqu'un. Le salon rouge des fausses symétries de la vie. Il devait y avoir du rouge, du vide et de légères imperfections. Les chemins des patios. Avec son visage calme dans une chevelure noire, elle parle d'entre-deux et de patio comme autant de lieux entre ciel et terre. Les mots sont dits avec douceur, les phrases sont belles. J'ai le sentiment dans ce cas-ci que le projet est resté bien en deçà de la demande. Peut-être étais-je un peu ailleurs, distrait par tant de grâce. Et oui, il arrive que les architectes tombent amoureux de leurs clients ou de leurs clientes. Habiter l'horizon. Voilà, c'est tous des dessins qui sont faits en 10 minutes, 5 minutes, effectivement, à l'occasion, sur la description de... Parce que c'est un peu l'image qu'on trouve dans les fables, c'est que l'architecte a perdu la parole. Donc, il ne répond que par le dessin. Alors, à propos de la Villa Noailles, qui est celle-ci, donc qui est cette villa construite par les Noailles, qui a abrité beaucoup des artistes qui venaient faire ce genre de fête que vous voyez, ils sont passés par là, Salvatore Dali est passé par là, Giacometti est passé par là, enfin toute une série d'artistes de ces années-là. Et je me suis dit à un moment donné, parce que j'ai eu une exposition à la Villa Noailles il y a quelques années, et j'ai fait la VNNV, la Villa Noailles nouvelle version. C'est-à-dire, ici, vous avez le plan ou l'axonométrie
de la villa d'origine, et c'était l'extension, de même que Mallet Stevens, quand il a fait ça, il avait rajouté des pièces plus tard. Et donc moi j'ai fait l'extension et qui traversait tout le territoire pour aller à l'infini. Il traversait les rivières, il traversait les villes, il traversait toute une série de choses. Et donc on pouvait aller, et ça c'était l'esquisse qui a servi, et puis ça c'est le dessin d'origine qui était celui-ci, c'est-à-dire voilà, la villa qui s'étend, elle devient ça. Alors après, il y a des choses, la traversée de son propre reflet, la traversée des villes sans fin, c'est les thèmes un peu que j'essaie de développer, devenir tango, l'expérience des frontières, la dérive les dérives des continents, la dernière vache, l'homme déchiqueté et la maison sans fin. Voilà, c'était un dessin qui s'étendait sur quelques mètres et qui racontait finalement cette nouvelle version de la Villa Noailles qui avait été un lieu d'artistique, mais qui était un lieu d'artistique pour des artistes d'avant-garde. Et tout à coup, je me disais, mais cette villa, tout à coup, elle s'étend à travers le monde et elle pourrait venir raconter le monde. Autre projet tout à fait différent, le récit du musée de la parole, où un souvenir d'enfance devient un projet. Quand j'étais enfant, en Suisse, j'habitais dans une petite ville qui s'appelait Bulle, au pied des Alpes, et il y avait une baleine, je ne pense pas qu'elle soit venue à Strasbourg, il y avait une baleine empaillée qui se promenait sur un camion, toc, 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 puis s'arrêtait quelques temps dans une ville, puis on allait voir ça avec son école. Voilà, on découvrait au milieu des Alpes, enfin des préalpes, de découvrir une baleine empaillée. C'est toujours, il n'y avait pas Photoshop, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça et autres. Donc découvrir ça, c'était quand même assez surprenant. Moi, c'est une image qui m'est marquée. Et un jour, il y a eu un projet pour un musée d'ethnographie à Genève. Et je me suis dit, je vais ressortir l'histoire de la baleine. Je vais faire un projet avec mon souvenir de la baleine. Et alors, à Genève, c'est ce que vous voyez ici, était construit le dépôt de toutes les pièces que contenait ce musée. C'est un musée d'ethnographie. Et puis, sur le toit, il y avait une espèce d'appareil avec une grue et autres, et qui posait les objets qui étaient certains objets qu'on tirait du musée, de la réserve du musée, on le posait sur un camion. Et le camion se fermait, le gonflable se dégonflait, et puis il faisait le tour de la Suisse. Voilà, c'est ça le principe. Vous voyez, musée fermé, l'objet posé, et puis s'ouvrait, puis on ouvrait un gonflable pour protéger l'objet. Mais en fait, elle ne protégeait pas grand-chose, et finalement, l'objet finissait par... Alors, on le voyait là, le tour de la Suisse, Strasbourg est par là, ça c'est Bâle, voilà, tour 1. Puis il y avait le principe du musée errant, voilà, où il y avait le camion, il y avait le stockage et tout ça et autres, et qui passait. Et puis, voilà, le principe, on avait ça c'est des bureaux, ça c'est le robot qui charge le camion, les réserves sont là, et puis les camions, ils viennent ici, et on les charge. Et voilà. Et on le voit ici, un camion dégonflé avec chose ici. Et ici, on les voit au moment où on les charge. Mais ces objets, ils finissent par s'abîmer, posés sur le camion. C'est un peu cruel ce que je dis, parce qu'il y a des objets archéologiques assez précieux et tout ça et autres. Mais j'étais assez intéressé par le phénomène de la disparition et que le musée errant devienne le musée de la parole. C'est-à-dire, on n'avait plus d'objets, mais on racontait ce que l'on avait vu. Alors bon, en passant, on le voit ici à la Chaux-de-Fonds, le musée Baleine. Ici, on le voit à Lucerne. Ici, on voit à Einsiedeln, où il y a une très belle abbaye. Et ici, on voit à Sils Maria, où se trouvent habités, entre autres, Nietzsche et autres. Et ça finissait presque par être un voyage babélien. Et voilà le camion avec l'objet posé qui est ailleurs et qui disparaissait. Et l'objet, finalement, disparaissait. J'aimais bien ce phénomène de dire que finalement,
ça devenait le musée de la parole parce qu'on racontait ce que l'on avait vu et qu'il n'y avait plus besoin de l'objet lui-même. Et ça donnait un sens précieux à ce que l'on disait, à l'objet parole, on pourrait dire. Voilà. Le récit des animaux fantastiques qui s'inspire, c'est un peu la suite de la baleine, qui s'inspire du zoo des architectes. Le zoo des architectes, c'est une installation qui avait été faite. Alors ici, vous avez toute une série d'architectes qui sont devenus je vous verrai une image plus grande, qui sont devenus des animaux. Par exemple, les animaux pop ou les griffons, ce sont les Allison et Peter Smithson. Et le griffon est un animal fabuleux au corps de lion, aux ailes d'aigle, aux oreilles de cheval et à la crête de nageoires de poisson. Allison et Peter Smithson forment un couple fabuleux, aux allures pop, aux architectures brutales, à l'énergie d'avant-garde et au photomontage explosif, etc. L'animal libre ou le nuage, c'est Lina Bobardi, l'architecte brésilienne. Elle est un nuage, c'est pas tout à fait un animal, mais un nuage, c'est peut-être un animal. L'animal footballeur ou le mille-pattes, Peter Eisenman. Peter Eisenman a vu plus de matchs de football qu'il n'a construit de bâtiments. Pourtant, chacun de ses projets est plus intense qu'un match. Peter Eisenman est un fan de football américain. Il est donc normal qu'au bureau, on le voit habillé en fan des Reds ou des Giants, prêt à hurler son enthousiasme lorsque deux lignes se croisent au bon endroit. Et lorsqu'on parle d'Eisenman, il ne s'agit pas de deux lignes, mais de millions de lignes qui se croisent, se superposent, s'imbriquent, se translatent, se stratégisent, se gargamolent, se subliment, se rhapsodisent, se grumulent, se fourchent, se forquent, se densifient et se tracent. L'animal phare ou la girafe, Remkoulas. Une foule floue dépasse une tête, celle de Remkoulas, etc. L'animal mystère ou le poisson, Johnny Duck. Johnny Duck pour qui j'ai une admiration sans fin. Derrière de profondes lunettes, Johnny Duck regarde le monde. Des mains de Johnny Duck sortent des architectures mystères qui s'installent brièvement à Berlin, Oslo, Venise ou Londres. Le temps pour ceux qui les expérimentent de se faire à l'idée que l'architecture est la rencontre entre des rites très anciens et des histoires très contemporaines. Autre travail sur l'animal, le bestiaduc. C'est une chose qu'on m'a demandé, c'est une commande en fait, pour une exposition qui a eu au pavillon de l'Arsenal il y a une année ou deux. On m'avait demandé de faire quelque chose qui finalement a perturbé les commissaires, pas tellement les commissaires, mais les propriétaires du pavillon de l'Arsenal à Paris, ou propriétaires, disons les gérants du propriétaire de l'Arsenal, et donc ça n'a pas été exposé, mais c'était le bestiaduc, c'est un pont sur lequel il y a des animaux minéralisés, et il y a des gens qui les commandent. Quand la neige aura totalement fondu, les sommets des Alpes feront penser à une procession de chameaux. Tu as vu le pont? Nadia Comancheni aussi faisait la roue. Les migrants, après il y a des migrants qui sont, parce que je me place toujours dans l'actualité, mes projets se situent toujours dans l'actualité, donc il y a une cage dans laquelle on met des migrants. C'est comme les animaux, on préfère les voir dans une cage ou à la télé. Il paraît que l'armée veut enrôler des girafes pour servir de porte-drapeau. Il paraît que les chaussures en peau de crocodile finissent par mordre les pieds qui les portent. Un lion, ça a une tête en forme d'explosion, ici, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y a 4 panneaux. Tu crois qu'on peut faire du surf sur un boa? Un kangourou qui fait du saut de mouton, c'est exotique. Quand je serai grand, j'aimerais bien devenir un héron. Ça regarde de loin. De nouveau, les migrants, la baleine de Moby Dick, etc., etc. Tu crois que King Kong est un vrai gorille ou que c'est un effet spécial? S'il y a ici une tortue, le lièvre ne devrait pas être loin, mais je ne vois rien. On a dark desert highway,
Cool wind in my hair. Ce sont les paroles d'une chanson des Eagles. Un hippopotame de Troie, ça aurait été bien plus spacieux qu'un cheval. Oui, mais moins noble et plus lourd. Voilà, vous voyez que je m'amuse, moi, dans les projets. Le tamanoir, c'est l'ancêtre de l'aspirateur. Tu crois que ça aspire aussi les rêves, etc., etc. Voilà. Donc voilà, c'est les 4 panneaux. Voilà, c'était le Bestiaduc, ça s'appelle le Bestiaduc. 4 panneaux qui auraient dû être exposés au pavillon de l'Arsenal et qui seront peut-être exposés ailleurs. Les fables des 3 petits cochons, avec le loup qui rôde. La question se posait, ça c'est un extrait d'un film de Bob Rafelson qui s'appelait Five Easy Pieces, où dans un bouchon, l'acteur ici saute de sa voiture et monte sur le camion où il a vu un piano, il se met à jouer du piano. Et ce qui m'intéressait en fait, c'était de transformer 3 granges en Suisse, pas très loin de Fribourg, 3 granges, et une de ces granges, elle était tournée vers le village, vers la pierre, l'une elle était tournée vers la forêt, donc le bois, et l'une était tournée vers les champs, donc la paille. Et donc je me disais, on pourrait transformer ces 3 granges en... tout d'abord, je trouve que ces granges, elles étaient belles. Il fallait transformer ça en logement, et en logement pour personnes âgées. C'était un concours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la qualité de ces granges, c'était le vide qu'elles offraient. Et dès qu'on se mettait à les remplir, eh ben, on perdait énormément de la qualité. Donc je me suis dit, on va creuser. Il n'y avait pas besoin de creuser beaucoup pour faire un plateau plus bas. Et on va garder le vide, mais en revanche, il y aura des pièces qui montent dans la grange, dans le vide. Comme ça, on pouvait monter, et chacune de ces pièces. Et avec la terre qu'on enlevait, on faisait un grand tas à côté, qui était une chapelle, et qui était le loup. Parce que c'était aussi il demandait une chapelle. Donc c'est le loup qui mange tout le monde, puisque c'est la légende des 3 petits cochons et du loup. Et voilà le principe. Le socle avec les logements pour personnes âgées, et puis les ascenseurs qui dépassent, qui viennent sortir dans la grange vide. Voilà, un peu, vous voyez le principe ici. Et chacune de ces ascenseurs, de ces pièces montantes, elle est un peu thématisée. Il y a la pièce piscine, il y a la pièce entraînement pour vélo. Ici, vous avez les plans. Voilà. Alors évidemment, ici, cette image, vous avez où tout est monté en même temps, donc le vide auquel je tenais tellement ne donne plus l'impression d'être vide, mais en fait, il y a la profondeur et ça restait assez équilibré dans le vide. Et donc avec ça, je trouvais que on respectait de manière beaucoup plus intéressante l'aspect authentique de ces granges, dont la grande qualité, c'était effectivement ce vide. Et avec le temps, on pouvait imaginer que le projet pouvait évoluer. Ça, c'est ce que l'on trouvait. Ça, c'était l'état du projet, c'est-à-dire le socle habité avec les granges, dont certaines étaient déjà très habitées, qui étaient enveloppées, les tours. Mais avec le temps, ces granges pouvaient s'écrouler, donc on voyait plus que les tours qui montaient. Et puis, un autre architecte, en 2040, arrivait et puis construisait quelque chose de tout à fait différent, et puis on changeait de nature et autres. Voilà. Donc voilà, j'aimais bien j'aime bien faire que chaque projet soit un récit, soit une histoire qu'on raconte. Voilà. Le récit des villes qui font récit, ou hommage aux villes invisibles. Alors, je vais vous montrer quand même un projet sérieux, vrai, réalisé, parce qu'il m'est arrivé d'en faire, qui est le projet à Lausanne, où j'ai mon agence, où j'avais mon agence. Il y a quelques années, enfin maintenant, c'est même un certain nombre d'années, on avait gagné avec Bernard Tchoumi, avec qui j'ai travaillé un certain nombre d'années, on avait gagné le projet. C'est la vallée, c'est une vallée qui traverse la ville, qui s'appelle la vallée du Flon, une vallée dans laquelle il y a une rivière qui a été remblayée au 19e siècle et donc qui est devenue plate et sur laquelle se sont installés toute une série de bâtiments industriels. Et ces bâtiments industriels
à la fin du XXe siècle, disons dans les années 80 et autres, on s'est rendu compte qu'il correspondait plus à l'usage d'un centre-ville. C'est exactement un centre-ville. Il s'agissait de faire un projet de transformation. Et avec Bernard Chaumy, on a fait ce qui est aussi un enfant. Donc on est deux enfants de Lausanne, on pourrait dire. Et on a été toujours fasciné par la topographie de Lausanne. Lausanne, on n'arrête pas de monter et de descendre. C'est une ville où, disons, où il n'y a pas de rez-de-chaussée. On ne sait jamais où est le rez-de-chaussée. C'est-à-dire le rez-de-chaussée, est-ce que c'est ce qui touche terre ou c'est ce qui est desservi par une rue beaucoup plus haute, etc. Donc il y a une conception de l'espace tout à fait différente. Et avec Bernard Chaumy, on s'est dit, on va construire des ponts habités qui continuent en fait la trame de la ville. Et ça s'appelait Pontville. Notre projet s'appelait, c'était le projet lauréat. Pour de sombres. Et puis, dessous, il y avait des chemins de fer et un métro qui devait se construire ici et ça. Voilà, c'est la coupe là. Et puis, il y avait une passerelle qu'on a construite qui, effectivement, était importante pour relier les deux bords. Ça, c'est le pont, ce qu'on appelle le grand pont. Et on a gagné le concours. Et puis, c'était un peu le paradoxe, c'est que cette vallée du Flon, qui fait à peu près 7 hectares, elle appartient à 80% à une société privée et 20% à la ville de Lausanne. Et notre projet, la société privée, la ville de Lausanne était et est toujours une ville de gauche, écologiste et de gauche. Et puis, la société privée, comme il est de bon entendement, était plutôt de droite. Donc ils se sont jamais mis d'accord, ils n'aimaient pas notre programme. La société privée, qui malgré tout possédait les terrains, n'aimait pas notre projet. Donc il y a eu des batailles juridiques, et ci et ça et autres, et finalement le projet ne s'est pas fait, et le projet, la vallée du Flon est restée dans l'état. Elle a été transformée, les bâtiments qui existaient ont été transformés tels quels, que le nouveau bâtiment a été construit, mais voilà, ça a été une longue bataille, ça a duré longtemps. Mais un peu par compensation pour tout le travail qu'on avait fait, et parce que la ville de Lausanne, en tout cas à ce moment-là, avait été extrêmement fair-play. Il nous a dit, vous méritez malgré tout de faire un projet, puisqu'on vous retire un projet important, et ça. Et on a obtenu, sachant qu'effectivement, ici, il devait y avoir un train qui arrivait en souterrain, ainsi que le prolongement du métro existant. Donc on va dire, vous allez traiter la partie de la tête de cette place, qui est ici, à côté du grand pont existant. Et on a fait dans un premier temps la gare du train, qui est avec la passerelle, qui est là derrière, ce bâtiment-là. Et on a fait dans un second temps la station pour le métro, qui est ce bâtiment-là. Et avec le toit en gazon, puisque Lausanne étant une ville en pente, la cinquième façade est une vraie cinquième façade. Elle est perceptible de partout, notamment du Grand Pont et autres. Et donc on voulait pas faire une façade, une toiture en gravier. Et puis la notion du pli nous intéressait parce que d'un côté, quand on regarde la coupe, d'un côté, il y a un jardin qui descend, qu'on voit mal ici, et de l'autre côté, il y a le jardin qui monte par-dessus, et on se retrouve dans cette situation-là. Puis il y a le pont ici, sur lequel il y a les bus et tout ça et autres. La topographie lausannoise est une chose absolument fascinante. C'est assez drôle parce que quand j'étais enseignant à Strasbourg qui est une ville plane, etc. et autres, je me suis rendu compte que les Strasbourgeois ne savaient pas ce que c'était que la pente. Et voilà. Et moi qui venais d'une ville où il n'y ait que pente, eh ben, c'était assez drôle ce rapport. J'ai dû me faire à l'idée de la planitude. Voilà. Et peut-être que j'ai convaincu quelques Strasbourgeois à la pente. Voilà. Donc voilà le projet. À travers les arches du Grand Pont. Quelques dessins, on pourrait dire, conceptuels de cet élément qui se soulève et qui vient même passer par-dessus la passerelle que l'on a réalisée, ou qui se plie et autres. Et puis une photo de la réalisation avec la passerelle qu'on a aussi réalisée. Et ce qui nous intéressait, cette image qui est pas très bonne mais intéressante, c'est que comme on descend des deux côtés, si vous voyez, voilà, quand on descend ici,
eh ben, on se trouve face au jardin là. Voilà. Cette image, elle montre ça. Voilà. C'est-à-dire que l'on monte, quand on descend dans la gare, pour nous, à Lausanne, il n'y a pas d'étage noble, comme on pourrait dire. Tous les étages, que l'on soit en souterrain, que l'on soit au rez-de-chaussée, que l'on soit au premier étage, sont tous des étages nobles. Et c'est pour ça qu'on trouvait très important qu'on descende dans la gare et que le contexte extérieur en gazonné nous accompagne. Voilà. Ça, c'est une image maquette conceptuelle de Lausanne, qui fait partie d'un autre travail que j'ai fait, où il y a toute la question des paliers, c'est-à-dire ça c'est le lac, ça c'est le palier proche, après ça monte, mais dans chaque palier, il y a la mémoire ou l'anticipation du suivant. Voilà. Et c'est ça qui nous intéressait aussi dans ce projet-là. Et ça, c'est toujours partie du même travail, qui sont une série de maquettes sur des villes et autres. Et j'avais cette maquette qui était la maquette sur le Tessin, sur la Suisse italienne, où une mauvaise photo, paysage assez chamboulé, qui va du Saint-Gothard jusqu'à Côme, et avec l'autoroute, avec le chemin de fer dans un paysage très très étroit. Et il y a eu un concours à un moment donné à Lugano, et qui est la capitale du Tessin. Le Tessin, c'est ce canton suisse qui a un peu la forme d'un jambon, vous voyez ici. Ici, il y a le Saint-Gothard, et ici, tout au sud, il y a Côme. Ça, c'est le lac majeur avec Locarno ici. Ça, c'est le lac de Lugano avec Lugano ici. Voilà. Et ça, c'est le lac de Côme. Voilà. Et de Côme vient le grand architecte futuriste Antonio Santellia. Et puis, l'autoroute qui traverse tout le Tessin a été réalisée, enfin, toutes les parties infrastructurelles visibles ont été réalisées par un architecte ou sous la direction d'un architecte qui s'appelle Rino Tami, personnage très important dans l'histoire de l'architecture tessinoise. Et il y a eu un concours à Lugano pour un palais des congrès, centre de musique et ci et ça et autres. Et moi, j'ai voulu faire un projet, n'a évidemment pas gagné le concours, mais qui racontait en 200 mètres, qui racontait les 100 kilomètres qui vont du Saint-Gothard à Côme. C'est-à-dire ce territoire extrêmement agité, chamboulé, plein de lacs, plein de tunnels, et ci et ça et autres. Et donc, ça commençait, il y avait un musée, ça commençait par un musée-île qui était là, qui passait sous le lac, qui allait rejoindre quelque chose, et puis après, ça partait en tunnel dans la colline, où il y avait l'auditoire, en forme de blob. Ici, il y a une église qui est existante, et puis partait de là un pli qui montait jusqu'à la gare. Voilà, qui reliait la question avec la gare. Voilà, on voit peut-être ici le jardin dans le lac, flottant, enfin, qui donne l'impression d'être flottant, ici, qui passe sous le lac ici, dessous c'est des parkings, qui arrive à l'église existante, qui pénètre dans la colline avec cette forme un peu bizarroïde qui est la salle de musique, hein, voilà, et puis après qui se déplie et qui arrive, comme ici on voit dans ce dessin-là, et qui monte jusqu'à la gare. Voilà, et donc c'était une espèce de paysage qui se dépliait, qui allait du lac à la gare, donc le haut de la colline, et qui était pour moi un récit sur le paysage tessinois, où tout se passe dans un espace extrêmement concentré, extrêmement agité. Autre projet urbain de concours, qui en fait n'a jamais été jugé pour des raisons que j'ignore toujours, parce qu'on avait fait ça avec... C'est en Croatie, c'est à Split. C'est Split qui est né, dont vous voyez le plan ici, du palais de Dioclétien, voilà. Et aux abords de Split, et puis ça c'est le paysage de Split avec cette colline ici, et ça c'est une ancienne image de Split, voilà. Et pour nous, c'était une ville un peu, enfin, ce que j'appelle la ville extrudée, c'est-à-dire que ce qui était le palais de Dioclétien est devenu une ville. Donc des chambres sont devenues des pièces, des places, etc., etc. Il y a une transformation assez intéressante. Et je me suis dit, le concours, c'était pour un centre commercial. Plus hôtel et des choses comme ça et autres. Et dire, on va travailler les choses, mais on va les travailler on va faire une colline
qui abrite, vous verrez la coupe tout à l'heure, qui abrite un certain nombre d'activités, et un élément vertical, qui est le plan de Split, la ville extrudée, mais voilà, avec des trous et autres. Voilà, vous avez un peu sur la maquette ici et autres. Voilà. Voilà, une élévation de ce que ça donnait, et puis en plan, la ville extrudée, avec les trous dedans, et puis ici, cette courbe, la colline, qui contient un certain nombre d'activités commerciales, culturelles et autres, voilà, et puis dessous le parking en gris. Voilà. Et donc c'était une manière de nouveau, c'est une chose que j'aime bien, c'est un peu comme le projet que vous avez vu précédemment à Lugano, c'est raconter à travers le projet, raconter le lieu dans lequel on est. Pas simplement utiliser le lieu, mais vraiment le raconter, faire un récit sur ce lieu et le transformer en architecture. C'est un peu le cas ici, sauf que la ville horizontale, elle est passée en verticale. Et ici, c'était pour un supermarket qui s'appelle Consum. Voilà, le parking résidentiel, le parking des utilisateurs, la rampe qui monte. Voilà. Et dans le paysage, vision dans le paysage croate de cette tour, de cette ville extrudée, verticalisée. Et la colline et la ville extrudée. La gare, ça c'est un extrait du livre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que ce livre, il a trois parties. Il y a la traversée de la bibliothèque dans un sens, il y a la traversée de la bibliothèque dans l'autre sens, le retour, et puis il y a un intermède qui s'appelle les lieux où on ne réussit pas à lire. Hein. J'oublie même le titre de mes... Les lieux au-delà de la lecture, la bibliothèque furtive. Voilà. Et donc c'est un livre de dessin et de texte. Vous voyez, texte par ailleurs, tout écrit à la main. Je crois que vous allez voir des images. Avec l'allée, qui est un grand travelling. Le retour, qui sont des choses beaucoup plus ponctuelles. Chaque fois, un livre, une page. Et puis la partie centrale, qui sont ces livres, la bibliothèque furtive, des lieux où on ne réussit pas à lire tellement l'espace lui-même il est fort. Et ça, c'est un hommage à Antonio Santelia, dont vous avez vu tout à l'heure une image, cet architecte de Côme, futuriste, mort très jeune, je ne sais pas, 26 ou 28 ans à la guerre 14-18. Voilà, Antonio Santelia est mort le 10 octobre 1916 à Monfalcone. Il s'avère, je vous lis l'histoire, d'une balle en plein front. Antonio Santelia meurt comme il a dessiné, en collision avec la vitesse. Ces villes, montagnes sans humains, habitées par la seule frénésie de bolides, de trains, d'ascenseurs, d'avions, sont restées figées à jamais par la trajectoire d'un projectile qui allait trop vite. Par un petit matin brumeux, le hasard des correspondances ferroviaires m'a fait attendre le train, la Frecciarossa, en gare de Monfalcone, où j'aurais aimé trouver un kiosque ouvert pour y acheter un livre à lire. La Flèche rouge. Me sont revenus à l'esprit la locomotive projectile qui avait jailli de la façade de la gare Montparnasse, les avions projectiles qui traversèrent les tours jumelles, et Santelia lui-même en projectile de sa propre architecture. La Frecciarossa m'a tranquillement conduit à Venise, la ville qui se noie. C'était un matin déserté par les livres et habité de fantômes passés et à venir. Voilà. Donc il y a plein de petits contes dans ce livre. Ça, c'est un hommage à Lina Bobardi sur son musée. Voilà, je ne vais pas vous lire le texte, mais que je trouve que c'est quelque chose d'aérien. Voilà. Et puis, ça, c'est les pages du retour, la traversée de la bibliothèque dans le sens retour. Donc on commence par Ulysse de James Joyce. Alors c'est chaque fois un dessin avec un texte, un petit texte qui voulait volontairement se différencier de la première, de l'allée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travelling. Alors ici on est beaucoup plus autonome. Chaque texte, chaque livre devient beaucoup plus autonome. Dans le livre, il n'y a pas les livres, il n'y a pas le texte
typographie, hein, il n'y a que le dessin écrit à la main, et qui semble-t-il est lisible. Moi, je parlais avec l'éditeur, il m'a dit, moi je pensais qu'on mettrait quand même un texte typographié, et l'éditeur il m'a dit non, ton écriture on la lit très bien. Et je pense qu'il avait raison. Finalement, on le lit bien, ou peut-être parfois on prend un C pour un autre là haut, quelque chose d'autre. Mais enfin, c'est pas très grave. Je crois qu'on réussit à s'en sortir. Mais c'est assez. Donc c'est ce retour qui est assez, qui se veut effectivement la traversée des livres dans l'autre sens, et donc qui sont beaucoup plus littéraires. Moi, je suis toujours pris entre le dessin et la littérature. J'appelle mon travail des textes architecture. Des textes dessins, c'est-à-dire je suis toujours dans cette dichotomie. Et là aussi, il y a des livres inventés, c'était les livres inventés que vous avez vus au début, qui n'existent pas parce qu'ils se situent à la rencontre de deux livres, à la collision de deux livres. Là, ils reviennent et là, c'est inverse. Ça donne un dessin. Alors ici, par exemple, c'est la rencontre de Aldo Rossi, l'autobiographie scientifique, et les petits chevaux de Tarquina, sauf erreur, voilà, qui sont ici de Marguerite Duras, voilà, et ça donne ce dessin. Et ici, vous avez la petite figure d'Aldo Rossi qui s'appuie sur sa canne ou sur un parapluie, photo célèbre de Luigi Ghiri, et on voit dans un coin le théâtre du monde. Voilà. Donc c'est plein de références. Hein. Mon manière de travailler est plein de références et d'hommages à des histoires de l'architecture. Voilà. Marel de Julio Cortázar, de l'autre côté du miroir. Les saisons de Maurice Ponce. La Maison des Feuilles. Alors la Maison des Feuilles, c'est un livre d'architecte. Enfin, c'est un livre écrit par un écrivain culte californien qui s'appelle Mark Z. Danielewski. Et c'est l'histoire. Il y a une mise en page assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous le connaissez. On le trouve, il a été réédité, on le trouve actuellement sur les étals des librairies, en couleur en plus, alors que la version... Alors, tout d'abord, quand le mot maison apparaît, c'est un gros bouquin, il est toujours écrit en bleu. Hein, ça, c'est une chose. Et puis, c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon texte, vous voyez, quand c'est écrit maison, c'est écrit en bleu. Et puis, c'est l'histoire d'une maison qui est plus grande dedans que dehors. On la visite et elle est plus grande et autre. Voilà. Et toute, c'est la visite de cette maison qu'on ne comprend pas pourquoi elle est plus grande. Mais c'est mêlé à des textes. Par exemple, il y a une liste de, 500 architectes qu'on connaît, connus, pas connus et autres. Et des bâtiments, des listes de bâtiments et autres. Voilà, c'est une mise en page assez exceptionnelle. Il y a un travail assez exceptionnel. Et c'est un vrai livre presque illisible parce qu'on n'y comprend pas toujours grand-chose, mais très beau et qui est un peu un récit sur l'architecture. La Maison des Feuilles de Danielewski. Paris ne finit jamais, de Villa Matas. Les leçons américaines, on arrive à l'Odyssée. Et puis, avant de mettre une fin à cette conférence, je vais vous lire quand même ce texte qui fait partie le château d'If d'Alexandre Dumas, architecte de papier. L'abbé Faria est l'évadé qui ne s'évade jamais, même si sa dernière tentative s'achève par une double évasion. Pour lui, dans la mort, et pour le futur comte de Monte Cristo dans la vengeance. S'il quitte physiquement sa prison, l'évadé reste prisonnier de ce qu'il est. L'impossibilité de la fuite est la condition profonde du rêve de Faria. Dans la prison de l'abbé Faria, les cellules sont des couloirs à angle droit avec à chaque extrémité une pièce suspendue au-dessus du vide en émergeant du bloc minéral de la forteresse. L'une est une bibliothèque, l'autre une salle d'écriture. Depuis ces pièces où s'emmagasinent tous les romans d'évasion existants ou à venir, le prisonnier se rend compte qu'il existe un monde extérieur formé d'une pièce à peu près similaire à celle où il se trouve. Dans cette autre pièce, suspendue, habite peut-être un autre prisonnier, finit-il par penser. Faria s'imagine par déduction que les tracés des couloirs se croisent quelque part à des hauteurs différentes. Ces superpositions verticales permettent d'envisager la possibilité de changer de couloir et de trouver une voie vers un dehors. Mais le changement de cellule fait du prisonnier tout au plus l'avatar d'un autre prisonnier.
Les romans d'évasion seraient-ils des machines de l'esprit? Sauf à trouver, s'il existe, le couloir qui mène vraiment jusqu'à un dehors et qui ne serait plus la réplique de ce que l'on quitte. Personne ne sait combien il y a de couloirs. Parfois, un évadé a l'impression de revenir dans le couloir qu'il avait quitté quelques couloirs auparavant. Les prisonniers ne comptent plus les temps en jours, mois ou années, mais en couloirs. L'architecture est la mesure de la vie de ses habitants. Et je trouve que c'est important pour un architecte, peut-être, de dire effectivement, c'est notre chronomètre, notre montre, c'est l'architecture. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop court ou trop long. Bon, voilà. Mais la conférence se termine là. Merci de votre écoute. Et il y a des micro-baladeurs, donc si vous avez des questions, je suis à disposition. Une question là-bas. Allô? Oui. Bonsoir. Je vous remercie pour la conférence. Et je voulais vous demander, dans les cas que vous parlez d'un récit de chaque projet comme un récit, quel est le premier pas pour vous quand vous commencez un projet? Quelle est la dernière fois, pardon? Quoi? Pardon, j'ai pas compris la fin de la question. Et quel est le premier pas? Qu'est-ce que vous faites premier quand vous commencez un projet pour commencer le récit? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, le premier pas au début d'un projet. Je sais pas. Après des années d'expérience, je sais pas. Je sais pas si on peut donner une règle par rapport à ça. Je crois tout d'abord. Par exemple, on prend la. Je vous ai montré la baleine. Oui, la baleine. Bon, par la baleine, c'est un souvenir d'enfance qui démarre. Le premier pas, c'est un souvenir d'enfance. Et tout à coup, il y a une condition similaire qui déclenche ça, et ça devient le début d'un projet. Voilà, c'est souvent des origines, je dois dire, littéraires, effectivement. Dans l'écriture, dans des livres que je vais chercher des solutions pour l'architecture. Mais voilà, mais j'ai pas de règles précises. Par exemple, une question puisque j'écris et je dessine, on me pose souvent, est-ce que le texte vient avant le dessin ou le dessin avant le texte? Et en fait, c'est très variable. Il y a des ouvrages que j'ai faits qui ont été dirigés par le dessin, et il y a des ouvrages que j'ai faits qui ont été dirigés par le dessin, par le texte. Voilà. Donc je vous aide pas beaucoup par ma réponse, mais c'est vrai. Moi, je pense que c'est assez. Vous vous souvenez de la première phrase qu'il y avait sur ma page de garde, c'est-à-dire de dire je suis architecte parce que je voudrais comprendre beaucoup de choses. Ben, j'en suis après 50 ans de pratique, j'en suis toujours là. J'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire un projet. Voilà, donc rassurez-vous, vous avez aussi le temps de progresser. Mais il faut travailler, hein, il faut travailler. Voilà. Il faut travailler. Beaucoup. Voilà. Et il faut être un peu comment dire, faut chercher jamais la première solution. C'est-à-dire, peut-être après on revient à la première solution, mais il faut tester beaucoup de solutions et on se dit tiens, la première c'était la meilleure. Mais c'est jamais la première qui doit s'imposer du premier coup, j'ai l'impression. Voilà. Donc c'est un travail un peu d'archéologue, mais dans sa propre tête, dans le programme ou dans la ville. Enfin, on est des archéologues de tout.
hein. C'est ça le problème, l'architecte. L'architecte, c'est quelque chose qui est obligé de toujours... Son champ d'action, son champ de réflexion, il est extrêmement vaste. Et donc, il faut trouver effectivement les différentes pistes. Voilà. Je vous aide pas, hein, mais c'est bien. En plus, c'est assez fascinant, c'est assez beau. Le récit demande une exigence des mots, l'architecture, une précision et une exigence. Comment faites-vous pour traduire les textes? Parce que là, on le voit en français, il y a énormément d'influences. Il y a de l'italien, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand. Vous avez été à Zurich. Est-ce que vos récits sont traduits? Et est-ce que vous vous y retrouvez avec cette précision dans les traductions qui, quelquefois, n'ont pas le mot précis qu'on a en tête? Oui. Alors moi, bon, je dirais ma langue maternelle d'origine, c'est l'italien. Et puis, je suis allé à l'école en français, hein. Et puis, je suis passé par Zurich. Alors, l'allemand, je l'ai jamais très bien possédé, mais ça m'a quand même marqué des choses. Et disons, j'écris surtout en français, mais je me rends compte qu'il y a des choses plus précises en italien, par exemple. Disons, les deux langues que je possède le mieux. Il y a des choses que je sais pas autres. Donc, dans ce cas-là, souvent, je mets le mot italien dans le texte. C'est-à-dire, le passage des langues, pour moi, il fait partie de la méthode de travail. Maintenant, c'est assez drôle parce que il va y avoir est en cours, même est en montage. Donc, une exposition à Naples et une exposition à Naples de dessins, des dessins que vous avez vus au début, enfin de toute une série de dessins, hein, toute une série de dessins, dont les dessins du livre, l'allée, et puis d'autres dessins plus anciens, ou d'autres époques, ou d'autres parfois plus, entre guillemets, plus référencés à des projets de concours qui se sont faits ou pas faits. Par exemple, à un moment donné, j'ai dessiné tous les projets que j'avais faits en axonométrie droite et autres, mais de manière très schématique, et ça fait un dessin de 10 mètres de long. Voilà, des choses autres. Et puis, voilà, un beau dessin que je trouve assez beau. Enfin, je dis ça en toute modestie, hein. Mais disons, je sais plus pourquoi je raconte ça. Enfin, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, pour la langue. Oui, alors voilà. Donc, les Italiens à Naples, ils ont fait un petit catalogue au sujet de cette exposition, et ils ont traduit le texte d'introduction ici, qui est le texte d'introduction qu'il y a dans le livre, voilà, que j'ai écrit en français. Ils l'ont écrit en traduction, mais c'est marrant parce que j'ai relu et j'avais trouvé qu'ils avaient laissé des choses en français, et je trouve ça intéressant. Ils avaient choisi d'une certaine manière de penser. Bon, c'est pas par ailleurs, c'est une personne qui parle très très bien français qui l'a fait, c'était peut-être plus précis en français. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a des précisions différentes selon les langues. Voilà. Oui, tout d'abord, merci de ta présence, Lucas, et merci à Dominique de t'avoir invité. C'est toujours un plaisir de t'entendre, et peut-être je peux témoigner pour quelques anciens et anciennes qui sont présents ce soir du plaisir que ça a été de t'avoir comme enseignant. Et peut-être des étudiants ici dans la salle pourront dire ça dans quelques années. Il y a des enseignants qui nous marquent dans le parcours à l'époque, c'était 7-8 ans d'études, hein, on prenait le temps, on prenait le temps aussi pour le diplôme. Voilà, moi je disais à mes étudiants encore aujourd'hui que le récit, la manière dont on a abordé le projet dans ton atelier à l'époque à l'école, c'était évidemment par le récit, mais surtout cette liberté d'aborder le projet par la narration, la littérature. Je me souviens qu'on avait imaginé Italo Calvino qui se perdait à Strasbourg, qui déambulait, qui faisait une errance dans la ville. Et je pense que ça fait partie de ces moments de ma vie étudiante qui restent gravés et qui m'ont permis aussi cette liberté d'aborder le projet par la narration.
le récit, mais surtout de pouvoir faire des ponts entre la littérature et l'architecture. Alors j'ai quand même une question. Je ne sais pas trop comment la poser parce que en voyant ces 43 rapidement, hein, ces 43 œuvres qui sont parties de ta bibliothèque, je me disais c'est une sorte de leporello. On aurait envie de déplier ça comme un leporello et de pouvoir regarder tout cela en même temps. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais il y a un livre pour enfants génial qui s'appelle La rumeur de Venise, et que c'est un leporello qu'on déplie. Ouais. Au début, c'est un petit poisson qui se promène dans le Grand Canal, et à la fin, c'est une immense baleine, et juste par la rumeur. Et c'est un livre magnifique pour enfants parce qu'en le dépliant, on a toutes les façades du Grand Canal. Non, en fait, j'avais une question parce que en voyant à un moment donné la référence de 1000 plateaux de Félix Guattari et Deleuze, je me suis dit que finalement, ce que tu nous proposes, c'est une sorte de 1000 plateaux de la littérature qui nourrit ton architecture. Et donc, est-ce qu'on peut y entrer par toutes les portes? Est-ce que d'une certaine manière, c'est une relecture pour découvrir l'architecture d'une nouvelle manière, plus rhizomatique et moins hiérarchique? C'est pas tellement une question, c'est un commentaire. Juste pour revenir sur le leporello, on aurait aimé faire un leporello, enfin avec les éditeurs, mais c'est quand même un dessin qui fait 6 mètres de long et autres, c'était pas possible. Mais il y a ce qu'on appelle une reliure à la japonaise, c'est-à-dire c'est que les dessins, voilà, comme ça, il y a un pli au milieu du dessin et autres, et donc d'une certaine manière, c'est un leporello, une forme de leporello. Donc voilà. Pour revenir, justement, c'était pas tellement une question, mais c'est plus un commentaire. Donc je sais pas vraiment comment rebondir. Je vais peut-être rebondir sur la question du récit. D'ailleurs, la conférence s'appelle Quelques récits d'architecture. Je pense que moi, je ne distingue pas beaucoup le travail de différentes catégories, par exemple. Je pense que les écrivains ont l'écriture. Souvent le roman, mais pas forcément le roman, ça peut être la poésie ou autre. Les cinéastes, ils ont le film. Les architectes, ils ont l'architecture. Donc, je trouve que c'est important, mais on a tous quelque chose à raconter. Et je pense que l'architecture est un lieu du récit. Voilà, est un lieu du récit. Donc, même si on fait une maison banale, je mets ça entre guillemets, disons une commande banale et autres, voilà, il y a moyen d'inventer un récit autour de ça. Voilà. C'est assez intéressant. Bon, j'en ai pas. Oui, je vous ai montré la Villa Noailles. Voilà. Les gens, ils racontent. Ils viennent et ils disent j'aimerais ça. Hein? J'aimerais. Voilà. Et on est obligé soit de détourner la commande, parce qu'on trouve que la commande elle est banale. Beaucoup de gens ils m'ont dit j'ai un problème de cuisine. Donc j'aimerais bien, voilà, j'ai un problème, c'est trop loin, des choses comme ça. Voilà. C'était assez intéressant parce qu'évidemment ma réponse, c'était pas de leur faire le projet, pas de corriger, c'était presque de les provoquer un peu en inventant quelque chose autour de l'histoire qu'ils m'avaient racontée. Et quand je leur donnais le dessin, tout à coup ils découvraient, et c'était assez intéressant de découvrir qu'en fait ils découvraient qu'on pouvait aller plus loin que ce qu'ils pensaient. Voilà. Puis d'autres, justement le cas des patios ici, je trouvais que la personne qui me l'a raconté, je me suis senti un peu... elle était 10 fois meilleure que moi. Hein? Elle racontait l'histoire qu'elle racontait.
c'était déjà, moi je savais pas comment répondre à ça. Elle avait déjà fait un récit qui était beaucoup plus riche que le mien, que ce que je pouvais lui donner. Donc je me sentais, alors, parce que finalement on est là aussi pour donner des choses, hein, on est là pour donner des projets, enfin même s'ils nous payent, mais on donne des projets. Et l'architecture c'est quand même un acte, une profession de générosité, parce qu'on offre des choses aux gens, à la société. On a toujours deux clients, à mon avis. On a celui qui nous passe la commande, et le deuxième client, c'est la société. Et on est en dette vis-à-vis des deux. L'un parce qu'il nous demande une cuisine de 3,50 m, 3,60 m, toc, 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 comme ça, bleue, verte, et ci et ça. Bon, peut-être, ça se joue peut-être pas. Et puis l'autre parce que la société, parce que tout à coup, peut-être cette cuisine, enfin la cuisine est le mauvais exemple, mais dans le cas précis. Mais parce qu'effectivement, on a cette dette vis-à-vis effectivement de la société de répondre avec honnêteté, d'offrir quelque chose à l'ensemble des gens avec qui on vit. Voilà. Et c'est ce double rôle que moi je trouve intéressant, auquel on est obligé, à mon avis, de passer, c'est-à-dire le privé et le public d'une certaine manière. Hein, voilà. La société ou l'individuel et la société. Hein, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais pas vraiment. J'ai erré, voilà. Mais je trouvais ta question plus proche du commentaire que de la question. Ou alors, j'ai pas compris. Bon, ben, je crois qu'on te remercie beaucoup, Lucas. Merci pour cette très belle conférence. Voilà.